Ses anciens employeurs du Mossad se sont débarrassés de lui comme une vieille chaussette, sans salle ou les aveux du traître. Il est connu dans les mœurs des services secrets israéliens et la DGSE française de griller leurs agents missionnés une fois démasqués. C'est une façon pour eux de faire disparaître leur implication dans les coups tordus qu'ils ont fomentés, quand ils ne peuvent pas faire taire leur agent, par sa liquidation physique. Et la fuite organisée de la vidéo de Boualem Sansal en train de se lâcher au cours de sa visite en Israël en 2012, filmée à son insu, est la preuve irréfutable que cet individu est devenu encombrant, voire gênant. Il faut savoir que cette vidéo dormait, depuis 2012, dans les tiroirs des services secrets israéliens qui attendaient le moment pour en faire bon usage. Dans cette vidéo de quelques minutes, filmée probablement au cours de sa visite à des proches, on le voit détendu et très à l'aise, racontant comment il a pu rencontrer en 1997, le ministre israélien des Finances qui n'est autre que l'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Avec des détails précis, il explique comment, après son installation comme directeur de l'industrie au ministère de l'Industrie, il avait été contacté par Nicolas Moretti, alors directeur du Forum économique mondial de Davos, une rencontre annuelle organisée par la fondation éponyme et qui réunit les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les responsables d'institutions financières mondiales et d'entreprises connues. Ce dernier lui avait proposé d'œuvrer pour la participation de l'Algérie au Forum. Il affirme qu'il avait pris attache avec le ministre de l'Industrie qui lui avait conseillé de solliciter l'accord du président de la République de l'époque, Yamin Zeroual, qu'il avait tenu à présenter comme le général Zeroual, le seul président élu normalement. Allez savoir pourquoi toutes ces précisions. Une fois sur les lieux, en compagnie de Ahmadou Yahya qui était chef du gouvernement de l'époque, il affirme que Nicolas Moretti était revenu le lendemain à l'époque pour lui proposer de discuter avec Yahya l'idée d'une rencontre avec la délégation israélienne conduite par le sanguinaire Netanyahou. Il affirme que Moretti l'avait assuré que les Israéliens garantissaient à la rencontre le secret et qu'elle n'allait servir qu'à recevoir un message qu'Israël voulait transmettre à l'Algérie. Il avait sollicité même l'accord de Yamin Zeroual qui avait refusé catégoriquement l'idée de cette rencontre. Moretti était revenu à la charge pour lui proposer une rencontre avec le ministre israélien des Finances Dan Berigor. Il avait accepté et la rencontre a eu lieu. Il le dit et le confirme dans la vidéo mise en ligne et qui est relayée à satiété par les mouches électroniques du Mossad et de la DGSE pour la rendre virale et griller l'agent qui, une fois démasqué, a fait échouer la mission qui lui était confiée et qui devient aujourd'hui un élément gênant dans la stratégie de déstabilisation de l'Algérie qui est aujourd'hui confiée à Éric Zemmour et son épouse Sarah Knafo, à Xavier Driancourt et les chaînes de télévision de Bolloré et Drahi. Il se vantait de ses connaissances dans le cercle des responsables français. Cette vidéo confirme les propos de l'ancien ministre de l'Industrie Hachemi Jahaboub qui avait mis fin au directeur de l'Industrie au niveau de son département ministériel, Boualem Sansal, qui occupait le poste mais qu'il n'avait jamais rencontré au siège du ministère. Dans son récit à un confrère, il affirme qu'il avait demandé à voir Sansal, et à connaître sa véritable mission au niveau du ministère. On l'avait informé qu'il était constamment en mission à l'étranger. Il l'avait convoqué à son bureau et après un bref entretien il avait décidé de mettre fin à ses fonctions. Il avait sollicité l'accord du chef du gouvernement qui lui avait affirmé que cet individu était un intouchable qui se vantait de ses connaissances avec les diplomates français en poste en Algérie, avec certains ministres français et même avec le président Jacques Chirac. Mais imperturbable, Hachemi Jahaboub avait réussi à mettre fin à ses fonctions. La trahison de Sansal ne date donc pas d'aujourd'hui mais remonte à plusieurs années. Depuis sa rencontre avec Dan Berigor, il a été recruté par le Mossad pour devenir leur élément dormant attendant d'être mis en action pour déstabiliser l'Algérie. C'est sorti sur les télévisions françaises pour affirmer que l'Ouest algérien et marocain sont un élément du plan élaboré pour sa mission et son voyage en Algérie n'était que la deuxième étape du complot éventé par les services de sécurité qui ont court-circuité la machine mise en branle par le Mossad, la DGSE et le Maxen. L'image de Sansal, flanqué de la kippa devant le mur des lamentations, scelle son sort. Il est bel et bien un agent israélien qui avait pour mission de rentrer en Algérie avec son passeport algérien pour passer à une autre étape du plan de déstabilisation.
Et aujourd'hui, n'en déplaise à Xavier Driancourt qui avait même évoqué une opération commando pour l'exfiltrer, il devra répondre de ses actes devant la justice algérienne. Et le coup fourré de la vidéo qu'on fait fuiter sur les réseaux sociaux, fera bientôt une autre victime. La danseuse de la Ayoun, Hichem Aboua, lui aussi, était grillée par le Magzen qui n'a plus besoin de ses services. Une vidéo le montrant en galante compagnie dans un riad de Casablanca, en train de discuter les prix d'une voiture Q5, a fait le buzz dernièrement sur les réseaux sociaux, ce qui prouve que lui aussi est définitivement HS et jeté comme une vieille chaussette par les services de la DGDE marocaine qui n'ont plus besoin de lui. Et ainsi, faut-il revoir l'accord France-algérien de 1968. L'accord de 1968, favorisant les Algériens pour le regroupement familial et les titres de séjour, reste en vigueur avec une valeur supérieure aux lois, selon le Conseil d'État. Fondapol a révélé son impact, suscitant des appels de Nicolas Sarkozy et Manuel Valls à sa révision, face à des évolutions contextuelles. Avec la publication de Politique migratoire, que faut-il faire de l'accord franco-algérien de 1968, une étude de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur français en Algérie. La réponse à la question du titre est claire, il faut abolir un texte largement oublié de tous, sinon de ses bénéficiaires, parce qu'il favorise en France l'immigration algérienne, objet de peur et de fantasmes dans une partie de la population. L'accord mettait fin à une tension sérieuse entre la France et l'Algérie au sujet du nombre d'Algériens admis en France. Paris avait réduit unilatéralement à 1000 par mois le nombre des admis à compter du 1er juillet 1968. 3 ans après le coup d'état militaire du colonel Ouari Boumediene, son ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika qui deviendra 30 ans plus tard chef de l'État est. L'ambassadeur de France en Algérie Jean-Baptiste Devant signe le 27 décembre 1968 un accord qui admet chaque année 35 000 travailleurs algériens sur le territoire français. Ils sont autorisés à y séjourner au préalable 9 mois pour y trouver un emploi, ce qui n'a rien d'un exploit dans la France des 30 glorieuses où le taux de croissance annuel atteint 5% et où les usines manquent de bras. En cas de réussite, les candidats à l'immigration obtiennent une carte de séjour valable 5 ans pour eux et leurs familles. Les touristes algériens munis d'un passeport peuvent entrer librement et séjourner 3 mois dans l'Hexagone. Paris s'engage en outre à améliorer la formation professionnelle et les conditions de logement des immigrés, trop souvent cantonnés aux emplois les plus ingrats, et souvent logés dans des bidonvilles. Un traité sans cesse revu à la baisse. Le démarrage de l'accord est poussif, à peine 30 000 travailleurs sont admis en 1969, première année d'application. Environ 20 000 femmes et enfants sont entrés en France mais il y a eu un nombre à peu près égal de sorties, note le professeur André Adam dans une chronique scientifique. 1. Les Algériens profitent-ils de leur traitement dérogatoire au code d'entrée et de séjour des étrangers Code 2A? Pas vraiment. Sans accord équivalent, les Marocains, peu nombreux à l'époque en France, arrivent en plus grand nombre, rattrapent leur retard et font aujourd'hui jeu égal avec les Algériens. Fin 1985, à la veille d'élections difficiles et en pleine montée du chômage, le Premier ministre Laurent Fabius abroge l'article 1, l'admission de 35 000 travailleurs chaque année et l'article 2, les 9 mois de séjour pour trouver un emploi. Le texte est réécrit dans un sens restrictif. 2 autres avenants lui succéderont en 1994 et 2001. La partie entrée de l'accord est désormais supprimée, la partie séjour demeure partiellement en vigueur. 1 an plus tard, le visa est instauré et devient la clé de l'entrée en France des étrangers. C'est le vrai régulateur pour les 800 000 étrangers qui entendent se rendre dans l'Hexagone. Il éclipse un peu plus encore l'accord franco-algérien, privé de muscles depuis 3 ans. Ses adversaires d'aujourd'hui tirent à côté de la cible, la carte de séjour remplacée par le certificat de résidence bénéficie à environ 600 000 Algériens établis en général depuis longtemps, avantagés par quelques privilèges, comme l'accès immédiat aux revenus de solidarité active, ORSA, sans avoir à attendre plusieurs années comme les autres immigrés. Déjà, fin 2022, prenant tout le monde de vitesse, la première ministre Elisabeth Borne presse le vent qui se lève à droite. Au cours d'une visite officielle en Algérie, elle annonce à ses hôtes qu'elle prépare une révision de l'accord. Un 4e avenant est prévu.
Pourquoi faire? Rien ne filtre, sinon la vague promesse d'améliorer le sort des 32 000 Français qui vivent en Algérie et sont pour l'essentiel des binationaux détenteurs de 2 passeports, l'un pour sortir d'Algérie, l'autre